après ce confinement. Donc on avait monté cette belle exposition avec Jacques et au bout de 10 jours, elle a été fermée, et donc les rencontres étaient remises en cause. Et enfin, là on est quand même vraiment content de pouvoir reprendre, de pouvoir avoir la présence de Jacques ce soir et de pouvoir peut-être aller avec lui un peu plus loin dans sa démarche, dans son travail. Et puis pouvoir pénétrer un peu plus son univers, qui est quand même un univers, vous connaissez déjà un peu ton travail, mais quand même un univers très spécifique, mais un univers qui se construit comme pour beaucoup d'artistes depuis longtemps, et pas forcément avec des approches concernant les arts plastiques, pas uniquement les arts plastiques, puisque Jacques, avant d'être plasticien, était plutôt dans la musique. Alors voilà, plutôt dans la musique. Donc on va peut-être commencer par là. Donc on va rappeler que tu es né en 1952, que tu es un Lorrain, un vrai Lorrain, du Lunévillois. Voilà, et donc avant d'avoir des approches plastiques, tu étais plutôt dans le domaine musical. Oui, en fait, il se trouve qu'il y a eu la musique au départ, mais j'étais déjà plasticien, en fait, je faisais les deux. Ouais. Il se trouve que la musique prenait beaucoup plus de place à cette époque-là. J'ai même changé de région pour la musique. Et puis petit à petit, le chemin que je parcourais a fait que la peinture, à un moment donné, a pris plus d'importance, il y a eu plus d'opportunités. Donc il se trouve que j'ai lâché un peu la musique il y a déjà maintenant pas loin de 30, 45 ans. Alors musique, quel type de musique au départ? C'était plutôt quoi? Punk Non, ce qu'on appelle vulgairement rock, je sais pas ce que ça veut dire. C'est plus trop ce que mais, mais bon, on appelait ça comme ça à l'époque, mais voilà, je suis même pas sûr que ça existe encore. Non, mais c'était dans les années 70, donc c'était quelque chose de... À l'époque, quand on était dans ce genre de musique, c'était un parti pris et on était vraiment... on prenait presque une option pour notre vie là-dessus. Oui, c'était un esprit. Voilà, c'était un état d'esprit. C'était un état d'esprit. On n'était encore pas dans le système, c'est devenu système après. Donc, il se trouve que voilà, c'est une histoire de génération aussi. Donc, et puis je peignais bien sûr parallèlement. Il se trouve que la musique prenait beaucoup de place pour plein de raisons, parce qu'il faut répéter, il faut composer, il faut tourner, il faut... À une époque, on a même changé. Moi, j'étais lorrain d'origine. Je suis revenu dans ma Lorraine natale, mais il s'est trouvé qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que la musique fonctionnait plutôt bien dans ce qu'on voulait faire dans le sud de la France. On est allé vivre dans le sud de la France pour la musique. Donc, il se trouve que... Et c'est d'ailleurs, paradoxalement, c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à vraiment peindre. Quand je suis arrivé dans le sud, c'était dans les années... je peignais déjà avant, mais à peindre plus sérieusement dans les années 75, 76. Une question de lumière, d'abord, ou non? Pas forcément. D'opportunités. Parce que ce sont quand même des médiums qui sont quand même assez différents, parce que le médium de la musique, c'est quand même d'abord, même si c'est de la répétition, tout ça, mais c'est d'abord un médium de contact, de scène et tout ça, alors que le médium de la peinture, c'est quand même un médium du retrait, et du retrait et de la méditation. Donc, ça jouait aussi, parce que il se trouve que j'ai fait de la musique pendant très longtemps, j'ai arrêté, on va dire, je sais plus, c'était 94, je crois, 92, 94, et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je devenais peut-être un peu plus adulte, je sais pas, mais en fait, je me suis dit, il faut que je me pose un peu, et justement, pour aller dans le sens de ta réflexion, c'était la peinture me convenait mieux dans le sens où je suis devenu un peu misanthrope petit à petit. Je me trouvais bien tout seul, et la musique c'était un peu complexe. Alors j'ai remis ma vie dans la musique, mais d'une autre manière, puisque
j'ai refait des installations Voilà, sonores oui, avec la peinture, mais c'est presque la peinture qui fait de la musique. Dans ce cas-là. Est-ce que la musique a quand même changé? Parce que la notion d'installation, c'est quand même pas la notion de Oui, concert. complètement. Alors justement, donc c'est aussi appréhender la musique peut-être enfin de la musique entre guillemets. Alors, elle a sous changé l'aspect de la matière. Elle a changé, Ouais. mais alors, il se trouve aussi que pour la petite histoire, je fais ce qu'on appelle maintenant des performances, je ne sais pas trop Ouais. mais, je travaille avec un auteur belge, un écrivain belge, depuis presque une vingtaine d'années. Et il se trouve que notre éditeur nous a proposé une fois de faire, parce que il s'appelle Pascal Leclerc, donc il a demandé à Pascal de faire des lectures, puisque c'est quelqu'un qui fait de très bonnes lectures publiques, il a une écriture aussi très, très radicale, très étrange. Donc, et il s'est dit, mais ce serait pas mal de faire du son, le son que je fais dans mes installations, ce serait pas mal de le faire pendant qu'il fait ses lectures. On en a fait une fois, c'est tellement bien passé, il faut en faire plusieurs, donc après, et je suis revenu un peu à la musique avec ça. Donc j'ai repris les instruments, et donc on fait, d'ailleurs on a vaguement parlé de venir en faire une ici, Ouais. Avec plaisir, parce que ça fait partie du... Ouais. Et voilà, quoi, donc ce sont des choses qui rebondissent en fait. Mais en gros, je dis souvent, en fait, j'ai démarré vraiment sérieusement la musique à faire à être entre guillemets que artiste, comme on dit, dans l'hiver 74-75. Ouais. Il se trouve que je dis souvent, en fait, ce que je cherchais à l'époque dans la musique et ce que je cherche maintenant dans la peinture, c'était la même chose. Je dis souvent, je suis toujours dans le même arbre, mais jamais sur la même branche en fait. J'essaie de trouver des choses un peu. Alors c'est intéressant, alors ce que tu cherchais, parce que c'est comme la position de l'artiste, parce qu'effectivement... ce que je cherche, c'est... Pourquoi, après tout, pourquoi il y a des hommes qui cherchent et des hommes qui ne cherchent pas, quoi? Quel est ce questionnement, intérieur, cette nécessité intérieure qui fait que on rentre en recherche et on va prendre tel ou tel médium. Et ça, pour toi, c'est quelque chose qui a toujours existé ou déjà dans la musique. En fait, l'idée, elle est toute simple, c'est que, en fait, pourquoi... après, on doit se poser la question, pourquoi on devient artiste? Oui. Je trouve que c'est le mot. C'est une fonction pour moi, artiste. Hein, parce que pour beaucoup de gens, les gens, ça peut... Ouais, être artiste, pour des gens, c'est une qualité. Être artiste, je ne crois pas. Pour moi, c'est une fonction. C'est aussi... C'est bien d'être artiste, c'est aussi bien d'être boulanger, hein, c'est pas un problème pour moi. Mais c'est parce qu'en fait, pourquoi on fait de l'art? Moi je sais pourquoi je fais de l'art, parce que la vie qu'on me propose dans la société telle qu'elle est, elle ne m'intéresse pas. Donc il faut que j'en crée une autre, quoi, en fait. Donc avec de la musique, j'en crée déjà une autre, puis maintenant j'essaie d'en créer une autre, donc j'essaie de créer un monde. Alors c'est pour ça maintenant, ce qui est bien avec le son, l'association du son et de la peinture, c'est que là, je commence à créer un vrai monde. Mais ce monde-là, il commence à s'installer, puisque ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Et je suis à peu près sûr. Mais ce que je cherche, je ne le trouverai jamais. Il ne faut surtout pas que je le trouve. Parce que tu crées un monde, mais quelque part, et on le voit dans des titres, on voit dans les œuvres, mais c'est aussi un monde de fantômes. Complètement. Bah, les fantômes, c'est justement ça. Je cherche quelque chose que j'ai toujours cherché, parce qu'en fait, j'ai ce problème-là d'être artiste, on va dire, depuis très longtemps. Gamin, je me suis rendu compte ça, que... c'est intéressant. Oui, gamin, oui. Alors, comment... Gamin, je me suis... D'ailleurs, ça me posait des problèmes, gamin, parce qu'en fait, moi, je voulais être comme mes camarades. Mes camarades, eux, ils voulaient être footballeurs ou pompiers. Et moi, je me disais, bon sang, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'être. Et puis, en fait, des fois, je disais comme eux, parce que quand on est gamin, on ne veut pas être différent. Donc, et puis même mes parents, par exemple, je me rappelle que mon père allait voir l'instituteur et il lui disait, mais, ton fils, il est... Oui, un jour, l'instituteur lui a dit, écoute, ton fils, parce que j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais tout le temps dans la lune, et en fait, il lui a dit, ton fils, soit il sera artiste, soit tu as des soucis à te faire pour lui. Mon père me l'a redit un peu avant, il me dit,
Tu vois, il s'était pas trompé. Donc c'était comme ça. Et en fait, mais quand on est gamin, on n'aime pas du tout être ça. J'étais pas du tout. Oui, parce que c'est différent. Mais en même temps, on me trouvait, par exemple, j'avais un petit exemple. Alors que j'étais tout petit, j'avais un grand-père garagiste, donc il avait les garages à l'ancienne, parce que quand j'étais tout petit, c'était il y a longtemps. Donc c'était dans les fin des années 50, je me retrouvais dans son garage et je passais des heures à regarder l'essence qui se mélangeait dans les flaques d'eau. Et j'admirais ça. Et mes parents, des fois, se posaient des questions. J'étais pas comme les autres. Les autres, ils voulaient aller jouer au football, ou je sais pas quoi. Ah, oui. En même temps, j'étais quand même. J'avais des camarades, mais j'étais pas non plus Oui, autiste. oui. C'est comme ça, alors on se rend compte très tôt qu'on a envie de ça. Quoi. J'aime pas trop dire qu'on est artiste, ça veut rien dire, mais qu'on a envie d'autre chose. Donc on crée un monde pour faire autre chose. Faire autre chose, et puis, oui. Puis on se crée, le monde se crée, oui, s'auto-crée. Après, il se trouve que après l'autre pan de l'affaire, c'est quand même que après, quand on en fait un métier, là ça devient sérieux. Là, ça devient sérieux. Oui, on a un statut, tout ça, donc là, il faut faire attention. Et donc, c'est devenu un métier, une époque. Parce que j'ai toujours fait... En fait, mon premier métier, ça a été décorateur en magasin. J'ai commencé à travailler en... Oui. Alors là, c'est pour le coup sur des arts plastiques vraiment appliqués, quoi. Mais c'était déjà lié à l'art. Oui, c'est déjà lié à l'art. Mais tu étais graphiste aussi. Enfin, je veux dire, après, j'étais quand j'étais graphiste, j'étais déjà plasticien. J'étais graphiste parce que, en fait, pour la petite histoire, c'est que au début que j'ai été... Parce qu'en fait, j'ai toujours le statut de la maison des artistes, on appelle ça. C'est un statut... C'est un statut ou pas un statut? Oui, c'est un statut ou pas un statut, c'est plus compliqué. Et en fait, il se trouve qu'à l'époque où j'ai démarré en étant travailleur indépendant en tant qu'artiste, j'ai fait beaucoup d'affiches à cette époque-là, parce que les structures de communication commandaient encore beaucoup à des peintres des affiches. C'était une époque encore un peu dorée pour ça. Oui. Le métier a été complètement tué par Internet, par exemple. D'accord. Ah, oui. Donc, mais j'ai été donc très longtemps. Mais quand j'étais graphiste, j'étais déjà peintre et plasticien et encore musicien. J'avais 3 casquettes. Il faut. De toute façon, il ne faut pas avoir peur de faire plusieurs choses parce que si on veut à peu près avoir des salaires à peu près normaux, il faut pas faire que de la peinture en atelier, parce que là, à part si on s'appelle Jeff Koons. Oui, encore. Alors on voit dans la chrono, quand je relisais un petit peu la chronologie, le moment où tu as travaillé avec cette entreprise, c'était à Oslo, c'est quoi? C'était l'entreprise Norsk. Ouais, c'est ça. Mais on voit dans la chrono que c'est entre guillemets, dans ta carrière d'artiste, c'est un basculement quand même, un déclenchement important là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'abord de cette rencontre, parce que tu fais une rencontre avec l'industrie, avec un industriel privé, et puis il se passe des choses. Dans la région, il y a un papetier que vous connaissez sûrement tous, qui est Norske Skog, et qui à l'époque, c'était déjà il y a plus de 20 ans, était chapeauté par, en fait, c'est l'antenne française d'un grand industriel papetier norvégien, et ce sont des gens qui ont de gros moyens et qui surtout ont une éthique assez formelle sur l'art et tout ça, puisqu'en fait, comme ils font du papier, c'est quand même un produit quand même lié à l'art, et à cette époque-là, le directeur, enfin le PDG norvégien se dit on va créer, il faut construire un nouveau siège social pour l'entreprise au bord du fjord d'Oslo, un lieu magnifique d'ailleurs. Et ils disent on va faire un lieu qui va être une sorte de musée où on va devenir mécène dans l'art contemporain d'une manière internationale, et les premières œuvres, on va passer commande à toutes nos antennes dans le monde entier, puisqu'ils avaient une antenne en France, 2 antennes à Séoul, une antenne en Autriche, enfin un peu partout. On va passer une commande
aux antennes pour qu'eux fassent un achat un artiste du pays. Et ce sera les premières acquisitions de notre musée. Et il se trouve que la France était Norske Skog. Donc Norske Skog, je rencontre quelqu'un de chez Norske Skog. Mais j'étais pas le seul artiste dans l'Est, on était plusieurs. Donc qui me dit, tiens, voilà, il y a ce truc-là, est-ce que ça t'intéresse d'y participer? Moi, bien entendu, je dis. Et puis je me mets sur le coup, mais on était, je sais pas, une quinzaine sur le truc. Et puis, heureusement pour moi, j'ai décroché l'intervalle, j'ai vu le truc. Donc, je suis allé exposer en Norvège. Enfin, ils ont acheté, là j'ai quand même fait une installation qu'ils m'ont acheté, qui est dans le musée et qui est toujours dans le musée. Et pour moi, ça a été un tremplin, parce qu'après, à partir du moment où on va dans ce genre de projet, eh bien, pour la France, on est énormément plus considéré. Parce que le travail est toujours le même, mais j'étais plus le même bonhomme. Parce qu'en fait, voilà, j'étais allé à Oslo. Et donc après, juste après ça, j'ai eu un projet à... Mais c'est que des histoires de rencontres, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est simplement qu'on est là au bon moment, au bon endroit. Juste après, j'ai eu un projet à Sao Paulo aussi. Donc j'ai exposé à la Biennale d'art contemporain de Sao Paulo, parce que je commençais à exposer à Paris et qu'une galerie parisienne essayait de trouver dans les jeunes gens du moment ce qui se faisait de nouveau, et ils m'ont considéré dans ce que je faisais de nouveau. Donc ils m'ont emmené à Sao Paulo. Mais encore une fois, puis après il y a eu le Maroc, je suis allé 3 fois au Maroc. Et alors, pour les structures françaises, plus on va à l'étranger, plus on est important. Le travail ne change pas, mais c'est comme ça. On dit, nul n'est prophète en son pays. Donc c'est ce qui explique cela. Et c'est vrai que, comme le dit Manu, c'est sûr que ça a été un tremplin pour être un peu plus haut. Je crois pas. Donc on va peut-être, alors c'est bien ça au niveau du parcours. Maintenant on va peut-être aller un petit peu plus, peut-être un peu plus dans l'œuvre et revenir effectivement sur, vous en a parlé. Ah si, quand même, dans le parcours, comme je voulais en parler parce qu'on le ressent dans l'œuvre, c'est ton rapport à la photographie, parce que tu es photographe aussi. J'ai été photographe. Oui, alors. Ouais. Je me suis passionné de photographie dans les années 80, au début des années 80. Puis alors là, il s'est trouvé que c'était lié au secteur que je fréquentais, puisque dans les années 80, j'étais à fond dans la musique, là, tout ça. Et donc, il s'est trouvé que à cette époque-là, j'étais passionné de photo, j'ai commencé à m'y mettre, j'ai appris, je me suis monté un labo, et puis je commençais à faire de la photo, et là, à faire des expositions. Les premières vraies expositions que j'ai faites, ce sont des expositions de photo. Ouais. Et donc, mon sujet était les artistes que je rencontrais dans le milieu que je fréquentais. Ah oui. Donc, c'est des artistes plus ou moins sulfureux, quelquefois d'ailleurs. C'est des gens intéressants à prendre en photo. Ouais. Donc dans le milieu musical, quoi. Musical. Donc j'ai fait ça. Et puis ça n'a pas duré, ça a duré, je sais pas, 3-4 ans. Et puis j'ai trouvé que là, la peinture commençait à arriver. Puis je me suis plus retrouvé dans la peinture, parce que la photo c'était un peu compliqué. Et dans la relation peinture-photo, entre les médiums, après elle est venue, parce qu'en fait, dans l'idée justement de chercher des... Je me suis dit, c'est intéressant de travailler avec la photo, de travailler la photo dans la peinture, parce que, en fait, si vous avez bien regardé l'exposition, il y a des endroits où il n'y a que de la peinture, donc que même assez figuratif du coup, parce qu'en fait, pour la petite histoire, je suis au tout début que je peignais, il y a 35 ans, j'étais presque dans une abstraction totale. Puis je suis revenu à la figuration. On le sent au niveau de la matière et tout ça, travail. Là, ah oui, mais alors tu reviens à la figuration, là on le voit, alors ça dépend. D'une manière très obsessionnelle, hein, c'est toujours les mouches. Ça, je pourrais vous l'expliquer. Oui. Et en fait, il s'est trouvé que la photographie, elle entrait aussi bien en jeu. Et puis pour moi, elle est intéressante parce qu'en fait, dans l'idée de ces fameux fantômes dont je parle souvent, la photographie, elle est intéressante dans le sens où j'essaie de partir de vieilles traces. C'est-à-dire que, par exemple,
toute la série Fabricant que vous avez derrière. Oui, avec son petit pot de myrtille, ça part d'un personnage qui est un fantôme, que le fantôme en fait c'est moi c'est petit. ton propre fantôme. Donc j'ai retrouvé, parce que mon grand-père faisait de la photographie à l'époque, et j'ai retrouvé les négatifs de mon grand-père, et en fait, bon, il travaillait avec une chambre, à l'époque c'était vraiment un truc magnifique d'ailleurs. Et en fait, j'ai retrouvé les négatifs de mon grand-père, et j'ai retrouvé un négatif sur lequel je suis, et je suis en train de sortir du cadre. Et en fait, la plupart des négatifs que j'avais retrouvés, il y avait la photo qui correspondait. Et là, il y avait... Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, les photographes ne tiraient que les photos correctes pour eux. Et un sujet qui sortait du cadre, c'était pas correct pour eux. Donc, tu as quand même sauté dessus tout de suite. Et je me suis dit, si moi je sors du cadre, c'est pour quelque chose, je vais je sais pas où. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Voilà, alors, la photo, pour ça, elle est bien, parce qu'en fait, par exemple, l'autre installation où il y a du son, là j'ai travaillé sur des images de stars du cinéma. Donc c'est une installation qui s'appelle Toutes ces futures fêtes. Et en fait, si vous avez pu vous en approcher quand elle est en route, on entend la voix d'un jeune garçon qui dit « Quelle robe la pauvre fille mettra-t-elle à toutes ces futures fêtes ?» Et en fait, ça parle, alors là ça parle encore une fois du temps, mais ça parle de l'apparence, quoi. Combien de temps serais-je encore belle? C'est à peu près ça. Donc je parle de ça tout le temps, en fait. Je parle de combien. Alors, justement, pour l'histoire des répétitions d'images, vous avez vu, il y a beaucoup de. C'est chez moi, la répétition d'images, c'est combien de temps l'image peut encore exister. C'est-à-dire. Oui, mais parce que oui. Combien de temps je peux la garder encore en vie, l'image? Parce que dans la répétition d'images, naturellement, je pense aussi au pop art, qui a beaucoup fonctionné sur la répétition d'images, en particulier quelqu'un comme Warhol. Et lui, il fonctionnait beaucoup sur la répétition d'images, mais je pense en particulier à la série sur la chaise électrique. Tu vois cette série-là? Et donc la répétition d'images, donc il fait une chaise électrique sur fond rouge, hein, parce qu'on est dans l'électricité quand même, et plus il répète l'image, plus l'image se dégrade parce que c'est un tirage sérigraphique, pour arriver à la fin où la chaise électrique n'existe plus et il n'y a plus que la tache rouge. Donc il y a une dégradation complète de l'image. Alors que toi, quand même, sur la répétition d'images, quand on voit par exemple la série de l'enfance, là derrière, ou d'autres séries comme on a là, l'image n'est pas, même si le fond varie et tout ça, l'image n'est pas dégradée. Elle reste, voilà. Complètement. Alors justement, c'est un peu différent dans le sens où justement, si on reprend ce modèle, enfin cet exemple de Fabricant, dans Fabricant, l'idée c'est, évidemment c'est moi qui suis sur la photo, mais c'est plus moi, ce garçon, ce petit garçon, des fois je dis à des gens, mais il n'existe plus. Je me pose la question, il est où? C'est quoi cette histoire qu'à un moment donné on a un petit garçon et à un moment donné on devient un adulte? Je me pose cette question sans arrêt. Et donc, comment, si je le oui, tu le fais varier. Je le fais varier. Peut-être qu'un jour, il me donnera la réponse. D'ailleurs, là, pour la petite histoire, là, je suis... alors, toutes les répétitions sont numérotées. Chez Fabricant, je suis à la 178e Fabricant. Et au bout de 178 fois, il m'a toujours rien raconté. Et je ne saurais jamais rien. Je ne sais plus où il est. Enfin, il t'a rien raconté, mais au moment où tu le fais, il te raconte quand même. Non, oui, enfin, je veux dire... je me pose quand même la question sur... Quelquefois, c'est Boltanski aussi qui se pose ces questions-là, lui dit c'est des enfants. Même des fois, il y en a qui... On pourrait dire il a disparu. Oui, parce que c'est plus disparu. Oui. Donc c'est un peu grave qu'il ait disparu. C'est comme ça. Et voilà, moi je me pose beaucoup de questions là-dessus. Ouais, il a disparu, mais en même temps, tu peux pas. Il a disparu, mais il est quand même là parce que tu nous en parles. Donc il est quand même voilà, il était constitutif de ta personne, donc il n'a pas disparu. Mais tout est comme ça. Il est possible que ce soit. Moi, j'aime pas les choses qui finissent en fait. Oui, figé. Oui, voilà, l'unique. J'aime bien les choses qui démarrent, mais pas qui finissent. Même une fête qui finit, je suis triste. Quand ça finit, ça te va pas. Mais je crois qu'on est beaucoup. Oui, on est quand même beaucoup.
Donc après, je te laisse. Non, vas-y. On pourra parler un peu plus de ce que ça dit, parce qu'à chaque fois ça dit quelque chose, bien entendu. Mais pour revenir sur le titre, par exemple, donc fantôme, remède et manifeste, donc les fantômes, je vous en ai déjà parlé de là, c'est toutes ces choses qui sont, ces fantômes sont ces images-là, quoi. En fait, le remède, parce que on essaye quand même, moi, dans l'occurrence, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est un remède à l'adversité. Pour moi, enfin, j'ai toujours essayé d'en faire un remède à l'adversité. Et alors, manifeste, je l'ai pris dans deux sens. Dans le premier sens, qui est le vrai sens de manifeste, qui est les idées portées d'un homme, voilà, un homme qui déclare ses idées. C'est ça, un manifeste. Mais il y a un second sens à manifeste qui, moi, m'intéresse beaucoup plus. On appelle manifeste la liste des marchandises de la cargaison d'un navire. En fait. Et à chaque exposition, j'ai l'impression d'arriver avec mon bateau puis de débarquer tous mes trucs, parce que ça fait tellement longtemps que j'expose. Donc je me suis dit, mais c'est vraiment un manifeste que j'ai là. En fait, c'est une cargaison de bateaux. Parce qu'après, quand ils sont rangés, ils repartent dans mon hangar, et là, ils ne vivent plus, quoi, en fait. Elles ne vivent que quand elles ressortent de la cale de mon bateau. Bon, là, en l'occurrence, la cale du bateau, c'est le camion, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà. Non, mais l'image est belle, effectivement. Voilà. Effectivement. Et j'ai trouvé. Alors, ça, je l'ai pas. En fait, c'est. Parce que pour moi, au départ, ça fait un moment que je parle de manifeste, le manifeste déclaration d'idées. Et en retournant dans le Larousse, je vois ce truc, je me dis, mais c'est encore mieux ça, parce que c'est complètement ça, ce que je fais. En plus, chaque exposition est une escale. Et chaque escale est différente. Oui, et d'ailleurs, ces œuvres-là me racontent des histoires différentes à chaque exposition, donc à chaque escale. Donc c'est comme des voyageurs qui descendent du bateau et qui vont vivre autrement chaque escale. Et tu positionnes différemment dans les expos et qui se racontent des choses différentes de mur à mur. Voilà. Parce que par exemple, ton petit, voilà, ton personnage à saute-mouton, là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que en même temps, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça bien. C'est très intéressant parce que pour le coup, on continue à être dans l'enfance. On continue à être dans l'enfance, puisque cette histoire de saute-mouton, c'est vraiment quelque chose qu'on fait quand on est petit aussi. Et là, il revient, et là, il est décliné, et là... oui, alors, je vais vous en parler. Lui, il rejoint, parce que, en fait, je vous parlais tout à l'heure de ce fameux... de cette adversité de la vie, quand on fait de l'art, parce que la vie qu'on nous propose, enfin, en tous les cas, moi, ne m'intéresse pas trop. Enfin, pas tout, hein, mais je veux dire, il y a certaines choses qui... Mais le plus petit, déjà, je ne voulais pas vivre, je voulais raconter tout à l'heure. Et en fait, je me suis dit, il faut que je parle de l'adversité. Alors, dans mes tableaux, je parle beaucoup de l'adversité. Mais, là, en l'occurrence, je voulais aussi parler... Ce sont aussi des fantômes, les jeux d'enfants, c'est des fantômes, parce qu'on n'est plus des enfants. Et en fait, cette série-là s'appelle Certains mots convenus. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, en relisant sur un vieux dictionnaire, parce que je suis un lecteur de dictionnaires, je vais beaucoup dans les vieux dictionnaires, j'adore ça. Et en fait, dans un vieux dictionnaire du fin 19e, je disais, il montrait le jeu de saut-mouton, il disait que le partenaire qui passe au-dessus de l'autre doit dire à chaque fois certains mots convenus au début du jeu. Et donc je me suis dit, le saute-mouton, c'est aussi le symbole de l'adversité, puisqu'en fait, il y en a un qui est supérieur à l'autre. Donc je me suis dit, pour moi, c'est bien, parce que moi, je veux parler de ça, quand même. Donc il y a l'adversité, mais en même temps, dans l'adversité, tout le temps, il y a aussi certains mots convenus. Dans la société, pour abattre l'autre, on a certains mots convenus, quelquefois. Donc je me suis dit, pardon, c'est là, ça a été le déclic pour faire une série de certains mots convenus. Donc là, je dois être à la 40e certains mots convenus. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est en fait répéter cette histoire. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était quand même qu'il restait ce côté ludique.
Oui. Ce côté enfantin, presque poétique. Si je raconte pas cette histoire-là, c'est poétique. Et d'ailleurs, le poisson, c'est aussi l'adversité. En fait, tous les poissons, là, bon, il y en a aussi pas mal des poissons, puisque là, ils s'appellent les pavanes, en fait. Qu'est-ce qu'une pavane? C'est une danse lente. En fait, le poisson, il est la métaphore de notre passage dans la vie. C'est-à-dire que, en fait, le poisson se balade comme ça, et à chaque fois qu'il voit un obstacle, en fait, je me dis, c'est nous, dans la vie, nous, quand on voit un obstacle dans l'adversité, on essaye de... C'est nous dans la vie, ça, en fait. Et justement, le numéro 2 explique qu'on a déjà démarré, puisque le numéro 1 est derrière nous, donc on a peut-être fait un premier démarrage dans la vie. On est peut-être un peu sauvé. Mais en même temps, le poisson, il est quand même squelettique. Il est squelettique. Ah oui, donc tous les... D'ailleurs, les tout, cerfs... on est quand même un rapport, on est en passage dans la vie, mais d'abord un rapport à la mort. Parce qu'il faut qu'il soit le plus léger possible. Ah oui. Mais en même temps, parce qu'il est plus beau en squelette. Parce que je parle de modèles, ce sont des vieilles gravures à chaque fois. Il y a des modèles à chaque fois. Donc, je choisis celles qui m'intéressent le plus. Et la plupart du temps, quand je repeins des animaux, je les aime mieux en squelette qu'en vrai, donc je les trouve plus beaux. Plus beaux morts que vivants. Mais ils ne sont pas morts. Non, ils ne sont pas morts, effectivement. Ils revivent, mais voilà. Mais bon, on est de nouveau dans les fantômes, quoi. Dans l'aspect fantomatique, voilà. Et puis on est dans quelque chose qui ne doit pas être la vie normale. Toujours pareil, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment créer un monde qui soit différent de celui qu'on me propose, qui ne m'intéresse pas. C'était ça, et depuis le début. Bon, maintenant, j'en ai fait aussi une espèce de charte d'utilisation aussi. Ouais. Charte d'utilisation, oui, mais c'est aussi questionner le monde. C'est d'abord questionner le monde aussi de cette manière-là. Ouais. Je ne suis pas sûr que je questionne tant le monde que ça. D'accord. Je ne suis pas du tout... Des fois, on me demande même... On me dit... On parle des artistes engagés, par exemple. Moi, je sais pas ce que... J'y crois pas trop, moi, les artistes engagés. Je dis souvent, je réponds... Non, moi je ne suis pas du tout un artiste engagé. Je préférerais plutôt être un artiste dégagé. Et dans le sens du Larousse, justement, dégagé, ils disent que libéré de toute contrainte et obligation. Oui. J'essaye d'être libéré de toute contrainte et obligation avec l'art. Mais voilà, mais je respecte les artistes engagés. Bien sûr. Mais je ne le suis pas du tout. Ouais. Pour moi, c'est... Ouais. Alors, la naissance de séries ou la naissance d'œuvres, elle procède pas forcément elle peut venir procède pas forcément d'une réflexion, ou ta réflexion, elle peut provenir aussi de tes, je veux dire, presque de manière surréaliste, de tes rencontres hasardeuses que tu peux avoir dans le dictionnaire ou que tu peux avoir dans de vieilles gravures, et ça va rebondir avec ça va rebondir avec ton état d'esprit et ta recherche. Toutes les peintures, d'ailleurs, elles ont toute une histoire. Je veux dire, pour revenir à Fabricane qui est derrière, le petit garçon qu'on voit partout, il se trouve que ça part d'un truc tout bête, enfin tout bête. C'est que alors, je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais beaucoup avec un écrivain belge qui est devenu plus qu'un collaborateur, c'est devenu un frère. Et en fait, ce garçon-là, je l'ai connu par son éditeur, qui est devenu aussi un autre frère. L'éditeur, c'est La Dragonne. Oui, La Dragonne. Ici, on a déjà exposé. Ce sont donc deux frères avec qui je travaille depuis presque bientôt pas loin de 20 ans. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu une commande de la Biennale du livre d'artistes de Thionville sur un projet transfrontalier. Et pour pouvoir avoir un projet transfrontalier, il fallait qu'un Allemand travaille avec un Luxembourgeois, un Belge et un Français. Et comme ces gens-là savaient qu'à la Dragonne, il y avait déjà un Français et un Belge qui cohabitaient depuis un moment, ils ont proposé à mon ami éditeur il suffirait que tu trouves
un Allemand et un Luxembourgeois, et vous pourriez avoir un projet. Et donc il s'est trouvé que nous on a dit ok, on va... Et puis donc, on a cherché des artistes, donc on a tout de suite trouvé, quelques jours après, dès qu'on a dit oui on le fait, on a trouvé tout de suite le luxembourgeois sous la forme d'une luxembourgeoise d'ailleurs, qui s'appelle Pina Delvaux, qui est une fille géniale, qui était complètement... Nous on cherchait des gens qui étaient un peu dans les fantômes aussi, des trucs un peu voilà, un peu à côté de la marge. Et elle correspondait complètement au truc. Elle fait des choses un peu étranges, des espèces de vitrines avec des chaussures de poupée, des cheveux d'enfant, c'est très... Voilà. Mais nous, ça nous correspondait complètement. Et puis on avait énormément de mal à trouver l'allemand parce que les gens de la Biennale nous proposaient, parce qu'ils connaissaient beaucoup de monde, ils nous proposaient des gens qui étaient des gens très talentueux, hein, mais qui étaient un peu trop classiques pour nous, qui n'étaient pas assez... voilà, pas assez normal. Et puis, c'est mon ami Olivier qui, un jour, au bout d'un certain temps, qui m'appelle, il me dit, je viens de trouver un type sur Internet, c'est un photographe, il fait des trucs incroyables, mais il a une galerie à Shanghai, une galerie à San Francisco, à mon avis, il est super booké, il va pouvoir venir travailler avec nous. Il l'appelle, il tombe sur un mec super sympa qui lui dit, oui, on se rencontre bientôt, on va voir le type qui habitait Strasbourg à l'époque. Puis au bout de 5 minutes, il était d'accord de travailler avec nous, donc on a fait ce truc-là. Donc, pour revenir à ça, on a tous décidé de travailler sur les fantômes, et c'est comme ça qu'est né ce fantôme-là. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit... Et donc, il s'appelle Fabricant parce que l'auteur, Pascal Leclerc en l'occurrence, a donné comme nom au livre Fabricant. Moi, j'y suis pour rien dans Fabricant. C'est l'accident, enfin l'accident, c'est le fait que lui a mis un titre sur notre œuvre collective. Donc, les œuvres marchent souvent comme ça, en fait, de rencontres, de croisements et de choses comme ça. D'ailleurs, dans l'art, c'est tout le temps des croisements, c'est que des croisements. D'ailleurs, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les bons plans, faut être là au bon moment, au bon endroit, quoi. Oui, bien sûr. On n'est pas meilleur qu'un autre, non, on est simplement, oui, après, on est meilleur dans le fait d'être là au bon moment, d'avoir bien choisi notre moment. Mais c'est tout. Et l'œuvre qui est derrière nous. Alors l'œuvre qui est derrière nous, parce elle sort un petit peu c'est de... toute une série, mais là j'en ai amené que deux. J'ai celle-là, puis celle qui est derrière, c'est toute une série florale. Oui, alors voilà. Alors, C'était mon retour, parce que je suis allé 3 fois en résidence au Maroc. Et quand je suis revenu du Maroc, j'avais une commande en France pour justement le projet du Maroc. Et je suis revenu, alors la commande que j'ai réalisée, c'était des coques. J'ai repeint des coques de grenades tombées au sol. Parce qu'en fait, pour aller vite, ces coques, pour moi, représentaient l'hospitalité marocaine. Je suis arrivé dans un pays... Alors moi, j'étais un artiste invité là-bas, donc en plus, c'était génial. J'exposais à l'Institut français à Oujda. Et donc j'avais une équipe qui s'occupait de moi, on rencontrait tous les soirs, on faisait des conférences, des machins, des trucs. Et j'ai rencontré des gens formidables qui nous invitaient. Et un soir, on a été invité dans une ferme, parce qu'en plus je suis arrivé en plein ramadan, c'était un peu compliqué, et donc tous les soirs on était invité à la rupture du jeûne un peu partout. Et il se trouve qu'un soir on est invité, on arrive à Berkane, c'est une ville du nord-est du Maroc, et à Berkane, on tombe sur un type qui arrête le chauffeur qui m'emmenait partout, qui était devenu un ami d'ailleurs, et qui lui dit qui c'est parce que j'étais le seul blond dans le coin, c'était tout, qui c'est le gars-là, alors il lui explique c'est un Français qui est venu exposer ici. Ah bah vous partez pas de là, vous êtes invité chez nous ce soir dans la ferme machin, et on arrive dans un lieu paradisiaque, c'était des grands champs de mandarines et de grenades. Et toutes les grenades qui étaient tombées au sol, ça faisait des petites coques très jolies comme ça. Et elles étaient toutes habitées d'insectes ou de rongeurs. Je dis, ben voilà, l'hospitalité marocaine, elle est là. Elle est même là dans les fruits. Donc, je me suis dit, c'est ça qui va représenter le Maroc. J'ai commencé à faire des croquis de tous ces trucs-là. Et j'ai ramené ça, et j'ai fait une installation avec ça, et du son aussi. Donc, j'ai fait du son. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Parce qu'on parlait du tableau qui était... Oui, et ça. Et donc, en revenant, j'ai dit, il faut que je retravaille un peu sur le végétal, quoi. J'ai fait toute une série, alors j'ai plutôt fait des fleurs carnivores, des choses un peu...
Et celle-ci, c'est une fleur qui implose, quoi. Parce que, en fait, je suis retourné voir les fleurs, un peu voir. Et puis, j'aimais bien les fleurs fanées, en fait. Le côté un peu fin de siècle, ça me plaisait bien. Donc, il y avait une poésie là-dedans qu'on ne retrouve pas dans la belle fleur. Je sais pas, il y avait un côté un peu... C'est pas morbide, hein, il y avait une poésie, voilà. Et là, je me suis dit, il y a une espèce d'implosion dans la fleur qui fane. Et celle-ci, elle est en train d'exploser. Elle est presque abstraite. De l'autre côté, vous verrez, elles sont plus présentes, mais elles sont plus méchantes, elles sont plus carnivores. Voilà, en gros, à chaque fois, et ça part tout le temps d'un détail. J'aurais jamais fait de fleurs si j'étais pas allé dans ce champ de mandarines. Et là, pour les cerfs, c'est encore une autre histoire. C'est une résidence que j'ai fait au Château des Lumières de Lunéville. Donc, ceux-là existent en 2 mètres sur 2 mètres. Oui, ils sont installés. Il y en a qui sont installés. Bah, ils étaient installés. Ils ont disparu. Les cerfs se sont enfuis. C'est un peu compliqué. Oui. Parce que bon, ce serait trop long à expliquer. Mais à chaque fois, il y a un... Et ça, pourquoi? Alors oui, parce qu'en fait, quand le Château des Lumières m'a invité en résidence, là, ils avaient un directeur de projet qui était un mec génial, avec qui on peut travailler qu'avec des gens géniaux. Si on ne s'entend pas, on ne peut pas travailler. Et donc, ce type, il me dit, bon, il faut que tu nous fasses un projet sur Et moi, je veux le voir, je dis, écoute, parce que l'idée, c'est le château de Lunéville, c'est le roi Stanislas. Et moi, parler du roi Stanislas, ça ne me branchait pas. Donc, je me suis dit, je me suis rappelé de ma... Parce que moi, je viens de Lunéville, je suis né à Lunéville, et ma grand-mère, justement, l'épouse du monsieur qui m'a pris en photo, m'emmenait presque tous les jours au musée, parce qu'il y avait un musée dans le château de Lunéville, parce qu'elle avait sa copine qui était à l'entrée, je sais pas, qui devait être ouvreuse à l'entrée. Donc elle refaisait le monde et puis, toute l'après-midi, et puis, moi elle me lançait dans le musée et je me baladais. Et en fait, dans ce musée, il y avait un musée, zoologique d'animaux, et j'étais tout petit, et les animaux m'impressionnaient. Et quand ils m'ont proposé le truc, j'ai dit, voilà, moi je veux faire renaître les animaux qui m'impressionnaient à l'époque. C'est plus ça pour moi le château. Le roi Stanislas, je m'en fiche totalement, quoi, en fait. Et en fait, ils m'ont dit, ok, qu'on parle du château comme ça nous intéresse vraiment. Et c'est comme ça, et à chaque fois, il y a un prétexte à faire les choses. On fait pas que... Moi, j'ai pas fait des choses pour... j'ai pas envie de peindre un poisson. Le poisson, c'est même pas un poisson, pour moi, c'est nous, ça, en fait. C'est nous en train de nous balader et d'essayer d'éviter les adversités. Par exemple, ce que vous voyez là-bas, les espèces de casques, ça s'appelle les vierges phosphorescentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais encore, ça revient toujours quand j'étais petit. En fait, j'avais une arrière-grand-mère, cette fois-ci, qui était une bigote incroyable, qui allait à Lourdes tous les ans et tout ça, et qui ramenait à chaque fois des vierges phosphorescentes, dans lesquelles on mettait de l'eau bénite, soi-disant. Et dans l'endroit où je dormais, quand j'étais chez elle, il y en avait une que je voyais toute la nuit et qui m'impressionnait. Moi, ça me faisait un peu... Mais après coup, je me suis dit, c'était quand même quelque chose. Puis j'y repense souvent, puis c'était quelque chose d'un peu surréaliste. Je me suis dit, j'avais une arrière-grand-mère un peu surréaliste. Du coup, et là, eux, ils nous protègent. Bon, ce sont des casques de protection, mais qui brillent dans la nuit, quoi, en fait. Et tout est comme ça, en fait. Mais je peux répondre aussi aux questions que les œuvres ont pu générer. Non, c'est bien. Justement, on peut passer la parole un petit peu au public. Si vous avez des questions à poser à Jacques sur sa démarche, sur... Il faut se lancer. Vas-y, lance-toi. Est-ce qu'au château de Lunéville, vous vous souvenez de la momie? Ah oui. La momie. Elle vous a pas influencé? Elle m'a... À l'époque, j'allais voir la momie tous les jours. Elle était devenue ma copine, ma momie. Mais paradoxalement, la momie ne m'impressionnait pas tant que ça. Pourtant, on m'avait expliqué ce que c'était. J'étais beaucoup plus impressionné par les animaux empaillés. Ah oui.
la momie, pour moi, ça devait être trop surréaliste pour moi. C'est trop loin. Ouais. C'était très étrange, hein, c'était une vraie momie, quoi. Par contre, pour aller dans le sens de votre question, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire en résidence, la question de la momie s'est posée au début. Ah, puis je me suis dit non, ça va être trop spectaculaire, il faut que je revienne à quelque chose d'un peu... Non, c'était trop spectaculaire pour les autres, pas pour moi. Et je me suis dit, faire une momie, ça va. Puis là, j'ai choisi ce... En fait, c'est un Mégacéros, c'est l'ancêtre du cerf. Et toujours dans ces fameuses gravures, je cherchais un animal un peu, voilà, un peu ancien, un peu, voilà, qui fasse penser au côté muséal de la chose, quoi. Et j'avais trouvé plein de trucs, et lui, je l'ai trouvé, et si vous regardez bien, on dirait qu'il est posé sur des hauts talons, comme ça, qu'il est un peu en spectacle. Ah, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu, ouais, c'était intéressant. Moi, ça m'intéressait parce qu'il était un peu en spectacle, il se montrait en spectacle. Voilà, il y avait un côté un peu star, un peu... Je me suis dit, c'est lui que je vais faire. Alors, j'en ai fait 4 grands, de 2 mètres sur 2 mètres. Je les ai fait dans une... C'était génial d'ailleurs. J'avais une yourte comme atelier, parce qu'en fait, ils ont un grand lieu qui s'appelle la Halagrin, qui est un lieu un peu construction Eiffel, comme ça, qui avait été racheté après par le château, où la Halagrin, en fait, c'est là qu'ils mettaient le grain pour les chevaux à l'époque de la cavalerie. Parce que le château était très lié à la cavalerie du début, fin 19e, début 20e. Et en fait, dans ce lieu-là, qui est devenu un lieu où ils ont fait une grande scénographie pour une exposition, parce qu'en fait, à la fin de ma résidence, c'était une exposition. Comment faire une exposition dans un lieu de 1200 mètres carrés? Donc, la seule solution qu'on a trouvée, c'est de faire... Ils m'ont fait une rétrospective. C'était un peu lourd pour moi à porter sur mes épaules. Donc ils ont exposé 20 ans de mes travaux, qu'ils ont récupérés un peu à droite et à gauche, puis des travaux que j'avais aussi. Et puis du coup, avant, il fallait créer un atelier là, parce qu'en fait, l'idée de la résidence, j'ai mis 5 mois pour créer ces 4 grands tableaux. Donc l'idée, c'était que quand même, dans une résidence générée par une structure territoriale ou autre, il faut que le public s'y retrouve aussi. Donc l'idée, c'était que je travaillais là toute la semaine j'ouvrais le week-end au public, tous les week-ends, pour que le public voit l'œuvre en progrès, quoi, en fait. Donc ils sont arrivés le premier week-end, il n'y avait que les châssis, j'étais en train de m'aroufler la toile, tout ça. Et ça a créé une espèce de curiosité comme ça où les gens venaient. Et donc il fallait bien un lieu. Et le directeur des projets de l'époque, pour ne pas le nommer, Yves Ravailly, qui était un type génial, qui m'appelle un soir, quelques mois avant le début de la résidence, il me dit: j'ai trouvé une idée, on vient de trouver une yourte, on va l'acheter, ça sera ton atelier. Je me suis dit: ouais, une yourte, ça va être génial. Et c'était fabuleux. Et donc, dans ce lieu, je venais presque tous les jours travailler. Et j'ouvrais le samedi au public. Et donc ce qui était intéressant, c'était ce que moi j'étais même un peu surpris de là. Mais c'est bien, parce qu'en fait les gens, ça a créé une curiosité, parce qu'au début ils arrivent, il n'y a rien, il y a des châssis en bois, parce que moi je travaille sur bois, puis je maroufle de la toile dessus. J'avais des gros rouleaux de toile, donc c'est ça qui vont... Ça va être des œuvres d'art, ce qu'on appelle une œuvre d'art. Et puis petit à petit, c'était génial, parce qu'après les gens venaient... D'un samedi à l'autre. Il y en avait même qui disaient: mais ça serait pas mal que tu fasses comme ça, c'est montrer, vous arrêtez là. C'est ça, c'est bien. Puis les gamins qui venaient aussi, les visites de classe, c'était bien. Mais il n'y avait pas d'atelier participatif, quoi. Donc ils regardaient quoi, l'évolution du travail. Il n'y avait pas d'atelier. Il y avait juste les visites, les gens venaient visiter, et en fait, alors évidemment, l'idée c'était que, pour la structure, c'était que je travaille devant les gens. Mais c'est un peu compliqué pour moi. Donc je faisais semblant de travailler. Je peignais un peu, mais je travaillais vraiment dans la semaine quand j'étais seul. Mais
travailler devant les gens, c'est pas évident. Puis il y avait un côté spectacle. Oui, bon, toujours, oui, ça c'est toujours le problème. j'ai pas toujours envie. Mais c'était très sympa. C'était, d'ailleurs, quand ils ont démonté la yourte, bah, j'ai un ami qui est là présent, le grand garçon qui est au fond, il a été dans la yourte avec moi pendant. Parce que c'était mon assistant. Parce qu'en fait, il se trouvait que. Enfin, mon assistant, bon, c'est un ami, il est artiste aussi, mais il habite pas loin, et en fait, il s'y trouvait que c'était des choses 2 mètres sur 2 mètres en châssis, on peut pas. Donc, quand j'avais besoin de le bouger, j'appelais mon pote, tu peux pas venir m'aider. Et puis, il était même venu, un jour, il arrive avec 2 fauteuils et un tapis, il m'a fait un coin salon dans le truc. Non, mais on a des amis. C'est bien. Ils sont où ces tableaux-là? Pardon? Ces 4 tableaux, ils sont où? Alors, là, on commence à parler des choses qui fâchent. Il se trouve qu'à l'époque, le directeur des projets qui était là avait trouvé un lieu dans le château magnifique, la salle du Puy, qui correspondait complètement aux 4 tableaux. Ils ont mis les 4 tableaux, et pour moi, c'était une vitrine incroyable. Parce que ils ont été bien sûr achetés par la résidence, par le département. Mais moi, plus que l'achat des œuvres, ce qui m'intéressait, c'est que les œuvres soient au château de Lunéville. C'est une vitrine incroyable, une mise en valeur géniale. En plus, par rapport à ce qu'il racontait, pour moi, c'était le top, quoi. On ne peut pas avoir une œuvre qui parle aussi bien de ce qu'elle a dit dès le début. Et il se trouve que ça a été exposé là pendant 2 ans, parfait, génial. Ça a changé de direction et d'un seul coup, un jour, les tableaux ont disparu. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas où ils sont. Ah, tu sais pas où ils sont. Personne ne sait où ils sont. Personne ne sait. Alors, bon, je croise les doigts, apparemment il y a une nouvelle directrice qui arrive, il paraît qu'elle est un peu plus sympathique. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver les œuvres. Alors, je ne sais pas. Ça va pas être difficile. C'est quand même incroyable, ça. Pardon? Être plus sympathique, ça va pas être difficile. Oui, mais je sais pas. Moi, je me suis renseigné un peu, parce que quand j'ai su qu'il y avait une nouvelle qui arrivait, on m'a dit, elle est quand même un peu plus sympa que l'autre. Mais ça veut dire quoi? Comme l'autre n'était vraiment pas sympa du tout. C'est peut-être moyennement sympa, j'en sais rien. Enfin, on verra. Non, mais voilà, c'est. Bon, après, ça, c'est les adversités dont je parle. Bon, après, c'est dommage pour l'histoire, quoi. Mais moi, j'ai un rapport avec, comment dire, c'est une histoire passée pour moi. Oui. J'aimerais bien les revoir sur le mur du salon, bien sûr, mais c'est une histoire passée, ça ne m'a pas empêché de dormir, cette histoire-là. Je passe à autre chose. Alors justement, par rapport à ton travail, tu es aussi assez détaché. Oui, parce qu'en fait, l'œuvre, c'est que de la colle et de la couleur, hein, je veux dire. C'est ce qu'elle raconte qui est important. Bien sûr. Alors bien sûr, après, il y a tout le côté, un artiste, il faut qu'il vende, alors tout ça, alors, il faut trouver des collectionneurs, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Oui, surtout en ce moment. Ça, surtout en ce moment. C'est pas très. Oui, c'est pas. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué quand même. Oui, puis je vous cache pas que la crise actuelle ne va pas aider. Elle va aider personne. Moi, je suis pas le plus malheureux dans l'histoire. Il y a des gens bien plus malheureux. Mais je veux dire, c'est évident que. Et c'est vrai que par rapport au. Voilà, c'est aussi par rapport à. Les plasticiens sont quand même très mal lotis en fin de compte. Parce qu'on leur demande de faire des expos, de monter des expos. On ne monte pas une expo comme ça, n'importe comment. On le voit bien. Et en fin de compte, on a toujours l'impression que s'ils ont monté une expo comme ça, ils vont vendre leurs œuvres. Mais c'est pas vrai. Et de plus en plus par rapport à l'installation, c'est pas vrai. Alors moi je milite depuis longtemps pour que, en termes de d'établissement presque public, milite depuis longtemps pour qu'on puisse, et on n'arrive pas à le faire, payer des droits pratiquement de monstration aux artistes. C'est-à-dire quand on fait venir, quand on fait venir un quatuor à cordes, on leur paye un cachet. Il n'y a pas de souci. Quand on a une troupe de théâtre, on paye, on paye des cachets. Les plasticiens, ils n'ont rien. Donc ils produisent avec leurs propres matériaux, ils montrent, et puis il n'y a rien derrière. Alors, et nous, en tant que structure, on a du mal à parce qu'on est toujours tellement serré au niveau budgétaire, mais l'idéal pour recevoir un artiste, ce serait d'avoir un minimum de fréments par rapport à ce qu'il nous montre et au plaisir de ce qu'il nous raconte. Et
voilà, quoi, c'est sûr. Hein. Justement, on parlait des résidences tout à l'heure. Ouais. C'est dans ce sens-là l'intérêt de la résidence, c'est que c'est vendu avant. Avant de toucher Voilà. le pinceau, c'est déjà vendu, puisqu'en fait, on est en résidence pour faire une création La création. et on est rémunéré pour ça. Donc c'est plutôt bien. Et bien sûr, bon, il y a une époque où, c'est vrai que moi j'ai quand même des collectionneurs qui m'ont acheté quand même des toiles. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde le dit, de toute façon c'est un peu dur. Et puis les lieux sont Après, pas multiples non plus. Voilà, les lieux sont. Puis après, le problème c'est est-ce qu'on peint que pour vendre? Non, enfin voilà. Puis après, l'autre problème aussi, c'est que après on amasse. Alors, c'est d'ailleurs le truc que à la fin de la résidence dont on parlait, là, la résidence où il y avait 20 ans d'exposition, donc au château, là, le truc de ça. J'ai eu un peu un coup de barre parce qu'en fait, j'ai ressenti le poids de tout ce que j'avais fait. Et en fait, j'ai eu un peu de mal à me remettre à peindre parce que je me suis dit, j'emmagasine des choses. Quoi. Que faire de tout ça? Ouais, parce que tu peux aller, oui, tu peux continuer à peindre, mais aller vers le détachement. En fait. Ouais, mais après, moi franchement, j'ai un grenier rempli de peinture. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il y en a pas mal ailleurs, mais je veux dire, Ouais. bon là, ça commence un peu à faire. Bon, après, ça, c'est le problème de tout le monde. Et Oui. encore, c'est de la peinture. Hein. Le Mais gars c'est pas de la qui- sculpture. c'est sculpture. C'est autre chose. Je peux. Voilà, sinon. Voilà, d'autres questions dans le public. N'hésitez pas, hein, toutes les questions sont tout le temps les bonnes. Oui. Oui, mais je voudrais revenir sur Fabriken. Ouais. Ce petit garçon, tu dis Ouais. qu'il n'existe Ouais. plus. Mais il a existé, il a été. Oui, mais ça, c'est Il est une là, question. en face de nous. Eh ben, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, je me pose beaucoup. Je dis, moi, je me suis beaucoup questionné là-dessus. Le petit garçon, il n'existe plus pour moi. Je veux dire, et c'est un fantôme. Alors, bien sûr, c'est pas morbide, mais il n'existe plus. Je veux dire, et je me pose beaucoup de questions. À partir de quel moment il a pu exister en tant que petit garçon? Parce que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc, je disais que quand c'était à l'époque-là que j'étais en train d'admirer les flaques d'eau avec l'essence dedans qui sont mélangées. Donc là, j'étais dans un... Mais c'était aussi à l'époque-là où je commençais à me dire, mes camarades préfèrent le football, moi je suis pas normal, je suis pas comme eux, quoi. Et c'est à l'adolescence que j'ai été sauvé, parce qu'en fait, à l'adolescence, heureusement pour moi, la musique anglo-saxonne est arrivée. Ouais. Et là, elle m'a On a sauvé parce que beaucoup. ceux à qui je voulais ressembler, Ouais. ils avaient du succès. Alors, je me Ah suis oui. dit, bah, voilà. Ouais. Et je voulais être le nouveau Brian Jones quand j'avais 13 ans. Quoi, en fait. Oui, mais là, tu vois ce qu'on perçoit là, nous on est derrière, on voit le petit garçon comme Ouais. ça. Donc, une photo, tu as dit que tu aimais la photo, le cinéma. Je me dis, mais il avait déjà inventé le mouvement du cinéma là, parce qu'on a des images. Oui, D'accord, oui, il a- mais c'est toujours. Il est en mouvement, le petit garçon, il existe. Oui, il est en mouvement, mais c'est. Oui, parce que. Alors, il est en mouvement parce qu'en fait, il essaye toujours de revenir. Qu'en fait, puis j'en ai 178 de petits garçons comme ça. Je n'ai pas 170. Vous vous plaignez d'en avoir plein le grenier, c'est que vous en faites à chaque fois 160. Oui, mais là, Oui, ça c'est le problème de l'obsession du peintre. Oui, alors cette histoire, parce que moi je suis pas intéressé, je ne fonctionne pas du tout pareil. Et cette histoire d'obsession, ça m'interroge quand même quelque part. Parce que justement, je te parlais des séries à la Warhol et tout ça. Mais elles sont pas sur l'obsession. Elles déterminent un message, une façon de fonctionner qui est différente. Lui, moi j'adore Warhol, donc Oui, Warhol, je l'ai beaucoup étudié, l'homme, oui, Warhol, là, oui. plus Oui. que sa peinture à la limite. Mais Warhol, lui, c'était pour autre chose. Lui, Il n'y a pas de notion d'artiste du tout. bah lui, Déjà. non, Ouais. Oui. c'était l'homme au travail. Quoi, Oui. en fait. Ouais. Et en Il fait, signe, mais il n'y a rien de signé, il n'y a rien. C'est Bon, de moi la non plus, ils sont pas signés. c'est Ils de la sont multi- signés au dos. ouais, c'est de la multiplication. Mais pour tout d'autres ça. raisons. Ouais, ouais. Mais oui, je suis pas du tout comme vous. J'adore Warhol et je suis presque le contraire de Warhol, parce que Ouais. Warhol, c'était une machine. Moi, je suis pas du tout une machine. Moi. Je suis plutôt. Non, moi, j'essaye que ça finisse pas. Quoi, en fait.
Oui, Quoi, alors, je tu sais sais, pas. alors, et qu'est-ce que tu penses de l'artiste, je ne sais plus son nom de l'artiste qui travaille sur les chiffres, là, justement. Ah oui, bah oui, génial. Donc voilà, Pas le cas. Opalka, voilà, d'accord, Opalka. Donc là, tu te retrouves chez Ah, Opalka. mais j'adorais ce mec-là. Ah oui, parce que c'est quand même assez. Vous voyez ce que fait Opalka? Oui, voilà. Celui qui a commencé, je crois, il a commencé à 0, J'ai puis vu, à 1, puis à 1, 2, 3, 4. Et puis il continue. Ces tableaux ne sont que des suites de chiffres. Ouais. Qu'il écrit ligne par ligne. Et qu'il écrit qu'il a commencé très noir. Ouais. Et puis au fil du temps, parce que c'est comme quelque chose qui dure, c'est comme quelque chose qui dure depuis 40 ans. Oui, Oui, ça même devait plus. disparaître parce que Ça devait disparaître parce qu'il enlevait du noir au fur et à mesure qu'il écrivait ses chiffres. Donc pour arriver au blanc sur blanc, quoi. La peinture avec laquelle il écrivait, Ouais, voilà. ça se rapprochait de plus en plus de la couleur de la toile. Donc Oui. ça devait disparaître et lui il parlait. Alors, mais lui, il n'avait pas peur que ça finisse. Moi, j'ai Ouais. peur. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais, ok. Moi, j'essaye que ça finisse pas. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu obsessionnel quand même là aussi. Quand même. Oui, oui. Ouais, Et ouais. dans la relation au temps aussi. Ah ouais. Alors est-ce que la peur de finir ou pas finir, est-ce que c'est d'abord une question et c'est d'abord la question du temps? Oui, je crois. Oui. Mais pas pour. Enfin, je sais pas en fait. J'allais dire pas pour moi, mais des fois, je sais Des fois. pas. Mais en tous les cas, c'est. Oui, c'est. J'aime pas les choses qui se finissent. D'accord. Et le petit dans son mouton, il finit par descendre quand même, il reste en l'air. Oui, mais il ressaute après, donc c'est pour ça que j'ai refait. Il ressaute à chaque fois. Et voilà. Par exemple, pour le poisson, il arrive déjà au numéro 2, donc ça veut dire qu'il a déjà passé le numéro 1, ça veut dire qu'il est toujours en vie, on va dire. Mais s'il est numéro 2, il peut avoir un numéro 3, un numéro 4. Donc ça veut dire qu'il peut aller encore assez loin. Et il sera toujours au numéro 2. Je n'ai pas envie qu'il bouge trop, quoi, en fait. Mais voilà, je suis là-dedans. Et puis, j'ai toujours été là-dedans. C'est un peu, voilà. Bon, et alors, et cet entretien, donc on n'a pas envie qu'il se finisse. Ah On ouais, va je sais essayer de. Je sais pas si, voilà. Et donc, pour la technique très rapide, Oui, on n'a pas beaucoup parlé. c'est de l'acrylique et de la cire, en fait. Mm. Voilà. Ouais, qui permet d'avoir Qui aussi permet en même temps cette transparence. Voilà, et, voilà. voilà, parce que l'acrylique a quand même Et puis, cette tendance à alors, faire assez mal. La cire, il y a deux rapports à la cire. Il y a Oui. le rapport technique, qui est le rapport à l'huile et tout ça. Puis il y a aussi le rapport à les choses cirées, c'est le temps Qui patine, quoi. Voilà. Ouais, une espèce de. Ça peut être Ouais. c'est des vieux meubles qu'on a cirés pour les conserver, ça peut être ça aussi. Mm, mm, Ouais. Vous passez donc l'acrylique et Je après passe, la oui, cire. oui, oui. Quand on passe la cire, on pure peint à l'acrylique après. C'est de la cire à l'ancienne, hein, la cire d'abeille térébenthine. Donc, et en fait. Tu ne travailles pas à la cire mélangée pigment? Ah non, non. Jamais. En fait, j'ai une technique très basique. Hein. Je Oui. travaille. J'ai des pigments chez moi que je ne me suis jamais servi. Ah oui. En fait, j'ai jamais pu. J'ai un rapport très étrange à la peinture. Par exemple, un truc tout bête, j'aime pas avoir de la peinture sur les doigts. Alors, je peins de manière très, voilà, enfin, assez précise. J'aime la minutie aussi. J'aime bien les choses un peu. Et donc, je suis pas. Moi, j'ai des amis peintres qui s'en mettent partout, voilà, qui sont. Et puis c'est leur truc, c'est le geste et tout. Non, pas moi. Je vais doucement. Ouais. Oui, on va d'abord. Je m'approche Et d'ailleurs, du tu es truc. comme sur le format carré. Oui. Donc c'est aussi un format de concentration. Et tout, alors, C'est un format de. Autre Voilà, chose aussi, souvent. autre chose qui est important de dire, c'est que rien n'est dû au hasard. Tout est, même par exemple le fond là, je l'ai dessiné avant le fond. Le rouge où il est déjà prévu avant. Quand je peins, en fait, quand la toile est blanche et que je vais le mettre, la peinture est déjà finie dans ma peau. Ah oui. Je peins quelque chose qui est enregistré. Ah oui. Ah, c'est étonnant les rapports. Ouais, mais ça c'est étonnant. Tu te laisses tout ce qui est là, pas, tu te laisses pas tout aller ce qui est du là. tout au hasard. Ah, pas du tout. D'accord. Je C'est des approches comme très suis différentes. enfin, après, il y a des gens qui font des choses très bien avec le hasard en peinture. Hein. Moi, quand je travaille en peinture, je Ah ne oui. pars que Ah oui. du hasard. Ah oui, Je ne- pas du tout. Moi, je veux pas. Je fais très attention. Non, non, pour moi, tout doit être. Je crois que ce que je dis souvent, des fois, je peins comme
comme si j'étais un cinéaste. C'est pour ça que je mets du son, d'ailleurs, Oui, c'est la d'accord. bande originale du film, le son. Ouais. Je fais un film, on revient au j'écris séquentiel, le script, revient, et voilà. et quand il est écrit, je peins, mais quand je peins quelque chose qui est Ouais, inscrit, Fixé. ouais, qui est inscrit avant, quoi. En fait. d'accord. C'est important pour moi. Parce qu'en fait, C'est aussi se rassurer dans le temps, sur le temps aussi, et puis aussi, quelque part. alors, même s'il y a un côté un peu poétique dans tout ce que je peux vous raconter là, j'ai très peur de l'émotion dans la peinture quand je fais. L'émotion, elle doit être avant et après. Pendant, il ne doit pas avoir d'émotion. Pour moi, hein. Mhm. Pendant, on est sur un chantier. Il faut amener le truc Précis. comme on l'a prévu. Mais il y a beaucoup d'émotions quand j'écris la peinture, enfin beaucoup. Oui. Mais après, je passe un bon temps. Puis après, il doit y avoir de l'émotion quand Quand je la elle est montre. Oui, quand elle est montrée. D'accord. Mais pendant, jamais. Vous réagissez comme des musiciens qui Oui. jouent sur leur piano ou Oui, chef d'orchestre et qui n'ont absolument pas la partition. C'est tout là-dedans. Je ne sais pas comment ils font. Oh non, c'est pas plus compliqué que. C'est pas plus compliqué. Hein. C'est même, à la limite, j'ai presque envie de dire, presque plus simple à faire comme je le fais, parce que, en fait, on se protège vachement. Enfin, Oui, c'est ça. J'ai plutôt tendance à me protéger. Donc, en fait, je vais pas vers l'échec, puisque tout est écrit, je sais que mon truc. Oui, avec l'âge et la maîtrise, tu sais que ça Voilà, va marcher. après, oui, bien sûr, ça s'est pas Ouais. fait ça fait longtemps que je suis dans le truc. Là. Oui, oui c'est marrant, enfin, c'est très intéressant les attitudes, parce que on peut avoir des attitudes différentes. Moi j'ai une attitude totalement Ah oui, à l'opposé, je connais complètement. la pourtant. peinture d'Emmanuel, lui il est complètement dans l'autre sens. Ouais, c'est Mais marrant c'est ça qu'il y qui ait des approches comme Mais ça. c'est- ouais, c'est l'intérêt du monde artistique. Ouais, c'est ça. Il ne faut jamais faire comme un voyant. Non, non. Enfin, je veux dire. Et puis. Ouais, c'est quand même une façon de se livrer au monde aussi. Et- Oui, oui, puis en même temps, c'est écrit. Et en fait, alors, il y a un truc, c'est que quelquefois je dis, alors c'est pas tout à fait vrai, mais la réception du public, Oui, elle n'est pas si importante que ça. Je suis ravi que vous aimiez la peinture. oui, bien sûr. Mais je veux dire, si on me demande des fois si on me dit mais si quelqu'un n'aime pas, moi, je dis très bien. C'est son En plus, Oui. puis en plus, il faut que si tout le monde aimait, c'est là que je Oui, tu commence penses à à me poser poser des des questions. questions, je pense. T'as raison. Mais non, là, je pense que. Mais ça fait. Voilà. Mais ce qui est important de dire, c'est que tout ça est lié. Quand je faisais. La photo, c'est un peu différent. Hein, mais quand je faisais de la musique ou ça, pour moi, c'est la même C'est la même chose. chose. Exactement la même chose. C'est le Et quand tu faisais de la musique, tu composais. donc. Bah ouais, Oui. ouais. J'ai fait des tas de trucs. enfin, mais bon, la peinture me convient mieux. T'as jamais eu envie de commence revenir à la convient musique, aussi. à la musique au milieu de ta peinture, les principes un peu stylistiques, Moi, je suis tout ça. Je suis toujours énormément fan de musique, Oui. bien entendu. Si je suis revenu un peu à la musique quand je fais des performances avec Oui. Pascal Oui, Leclerc, voilà, l'auteur on fait belge. des performances, ouais. Là, du coup, parce qu'au début, je bricolais les premières performances qu'on a fait, c'était des sons, donc Oui. je n'avais que des magnétos. Oui. Et après, ils m'ont dit, mais si tu amenais ta guitare et ton Oui. ampli, puis j'ai commencé à ramener tout le truc, puis ça a été. C'est voilà. parti quoi. Puis là, c'était reparti, quoi, en D'accord. 2014. Et Oui. puis c'est vrai que là, je ressens les émotions que j'avais il y a. Quinzaine d'années, d'accord. Mais bon, en même temps, je n'y retournerai pas à la musique, évidemment, je pense. Puis ça y est, l'histoire ne repasse pas les plats, comme on dit. Oui, Ça va, quoi. Il faut que les choses se fassent quand elles doivent se faire. Mais elle est là quand même. Tu le représentes quoi. Voilà. Ouais. Puis quelquefois, d'ailleurs, quand j'ai des grands lieux, par exemple quand on a fait la résidence à Lunéville, là j'avais carrément 3 installations sonores. Et alors ça m'intéressait parce qu'il y avait des endroits où on entendait les 3 en même temps, et il y avait un côté un peu fête foraine comme ça, qui m'intéressait. Il y avait un côté un peu où tout se remélange. Parce que moi ce qui m'intéresse, en fait, un truc dont j'ai pas parlé, mais c'est l'histoire du rêve. Alors pas le rêve dans le sens poétique de la chose, c'est le rêve inexplicable en fait. Essayez d'expliquer vos rêves, on n'y arrive jamais. Hein. Il y a toujours
un endroit dans le rêve où on ne sait plus ce qui se passait, c'est complètement compliqué, et c'est ce qui donne la poésie au rêve. Et ben, ce que j'essaie de faire dans la peinture, c'est ça aussi. C'est faire un truc qui dit pas tout, mais qui dit un peu, quoi. Enfin, voilà, qui... Oui, c'est ça, qui est quand même à la marge, comme ça, qui est tout le temps. Oui, oui, oui. Oui, et c'est quand même là qu'est la poésie. Voilà, ouais. Oui, moi je pense que c'est de la poésie. Ouais. Voilà. De toute façon, tout art est de la musique, c'est de la poésie. Ce n'est que ça d'ailleurs, c'est pas de la représentation. De toute façon, tout ce qu'on voit là, il n'y a rien. Je veux dire, même les casques là-bas, ça n'existe pas. J'ai souvent. Enfin, tout ce qu'on voit là, enfin, si, à part les jeunes gens qui jouent à sous-coton, et encore, ils ont un aspect fin 19e qui est un peu. Qui ne les ferait pas réapparaître maintenant. Quoi. Je peins des choses qu'on ne peut pas voir dans la vie. En fait, j'essaye, en tous les cas. Parce que j'ai pas du tout envie de peindre la vie. Il y a une constante dans toutes ces œuvres, c'est la pénombre. C'est que tout sort d'une pénombre avec une sorte de fluorescence. Oui, voilà. C'est un peu une œuvre de clé, vous savez, avec les poissons qui sont fluorescents comme ça sur un fond noir. Il y a cette idée de comment ces choses qui sont dans la lumière, quoi, par exemple, ce que vous avez là-bas derrière, entre les deux vierges phosphorescentes, justement, vous avez des points. Alors, ces points-là, ils représentent une expérience que j'ai fait quand j'étais gamin. J'étais en colonie de vacances et un soir, ils nous ont emmenés faire du morse. Et j'ai été fasciné par ce truc-là. Je me suis dit, et puis petit à petit, je me suis dit, un jour, il faudra que je. Alors après, je me suis dit, il faudra qu'un jour je parle de ça dans ma peinture. Puis un jour, je me suis dit, ben voilà, je vais faire des points, ça c'est du morse. Pour moi, c'est la poésie que j'ai ressentie cette nuit-là. Je devais avoir, je sais pas, 11 ou 12 ans à peine. Et ça m'avait subjugué que quelqu'un qui soit de l'autre côté de la montagne puisse nous lancer un message avec de la lumière. Pour moi, ça me passionnait, ça. Je préférais ça que voilà. Que le foot. Ouais, moi j'ai dit le foot comme ça, mais j'ai rien contre le foot. Mais je veux dire, c'était parce que mes camarades de l'époque étaient. C'était parce qu'en fait, à l'époque, quand on demandait à un enfant ce qu'il voulait être, la plupart répondaient footballeur ou pompier. Et moi, footballeur ou pompier, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi. Et moi, je commençais à voir, à l'époque, au début, les Rolling Stones. Moi, je voulais être ça. Moi, je voulais être les Rolling Stones, je voulais être pompier. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et là, c'est là que ça m'a rassuré, parce que je me suis dit, il y a des gens qui font quelque chose qui m'inspire, mais qui est valorisé quand même, parce que tout le monde disait que c'était bien. Alors, à l'époque, il y avait une révolution avec ça. Donc, je me suis dit, t'es pas l'autiste qu'on croyait qu'en fait. Bon, en même temps, j'ai eu une vie normale, quand j'étais gamin, j'avais des amis. Mais voilà, je n'y trouvais pas mon compte, mais comme plein de gens. Je suis pas, c'est pas original de ne pas trouver son compte dans la société. Voilà. Merci. Donc en tout cas, merci Jacques. Une question encore. Vas-y. Oui, allez-y. Est-ce que l'œuvre qui est à côté, elle est faite pour être vue à plat? Non. Vous pouvez la mettre verticale? Non, aussi. on l'a mis. Parce que c'est la 8e fois qu'elle expose ici. La plupart du temps, elle était verticale, elle était même en longueur comme ça, parce qu'elle se lit. Il n'y a pas de. Il se trouve que c'est quand je suis là, c'était pas prévu. Quand je suis arrivé ici, que j'ai vu les blocs là, et qu'on a commencé avec Stéphane à voir comment on allait installer, je me suis dit, mais on va la mettre sur des blocs, on va la mettre autrement. C'est un petit peu gênant dans la mesure où on a du mal à appréhender le sens. Elle n'est pas prévue pour être comme ça. Et d'ailleurs, j'en ai fait la dernière, celle où il y a Marilyn Monroe, je l'ai fait pour être là, parce qu'en fait, ça faisait pas un carré, j'en avais que 24. Là, j'ai fait un carré de 5, 5, 25. Donc j'ai refait Marilyn Monroe tout dernièrement pour rentrer dans le truc. Et ça m'intéressait dans le sens, alors j'ai pas fait que pour finir une œuvre, ça m'intéressait aussi conceptuellement de ramener une de leurs copines, là, en fait, parce que c'est toutes des stars disparues, en fait. Donc l'idée, c'était de dire, par rapport à mon idée que rien ne s'arrête, là, je suis complètement là-dedans.
rien ne s'arrête, ils en ont qui reviennent derrière. Je suis là-dedans. Rien ne s'arrête. Ok, très bien. Merci en tout Eh cas. ben, merci, Jacques. Bravo. Voilà, donc cet entretien. Pour information, c'est pas grave, avec le Jardin de la Chapelle, vous propose dimanche qui vient à 17h un spectacle, parce qu'on a des clowns, Francis qui est derrière nous, Francis Alguero et... Et là, j'insiste pour souligner que c'est très bien parce que je l'ai vu et c'est vraiment génial. Allez le voir. Donc ce sont nos clowns contemporains qui ont fait le finissage des 30 ans, c'est pas grave, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui donc, sont en résidence chez nous cette semaine, et puis face sont en résidence, et puis reprennent un peu leur activité, parce que les comédiens, et puis les clowns, et puis tous les intermittents de spectacle et tout ça, ils ont du mal à reprendre, et c'est compliqué parce que ça ne leur ouvre pas et tout ça. Et donc là, on fait un premier essai, donc c'est à la Chapelle à 17h, dimanche. Voilà. En cas de très gros mauvais temps, on se repliera ici dans la salle de l'espace des arts plastiques. Voilà. Donc Ultrason et Champion, 2 clowns, et qui ont tout le temps du confinement ont posté, pour ceux qui les ont vus, à chaque fois, chaque jour, une petite vidéo qui était, ma foi, qui était à chaque fois intéressante, caustique, dérangeante, tout ce qu'on aime. Voilà. Je peux vous dire que c'est un clown qui connaît bien le milieu des arts plastiques. Voilà. Non, voilà. Il faut aller le voir. Voilà. Merci, bonne soirée. Bon, très bien. C'est à mon examen. Je te retrouve ici à 18h. Je sais pas si ça c'est dur. Florence, la femme d'Olivier. Ah oui, d'accord. Et il est déjà à 18h, ça m'amuse. Non, Si, parce que Sylvie, il est là. Il savait que j'étais j'étais sur le travailler sur Saint-Dié cet après, mais je dis je suis à Saint-Dié par le dispo de Jacques. Dans les enfants là. J'avais vu ça là. Ah, je fais déjà sur les cocos là. J'ai pas pu passer là. Au revoir et merci pour Abdelkader.